1987. C'est sous le signe d'Arlequin que va s'ouvrir le premier printemps des comédiens. Je me souviens, son créateur, Daniel Bedos, à qui je suis venue présenter ma dernière mise en scène, L'escargot entêté d'après le roman de Rachid Boudjedra, me reçoit et me fait faire le tour du vaste domaine en m'expliquant avec enthousiasme son projet. 27 ans plus tard, c'est avec l'aimable autorisation du nouveau directeur, Jean Varela, qui fut mon élève au conservatoire, que je vais pouvoir, armé de ma petite caméra, pousser les portes interdites et promener mon regard sur l'envers du décor. Jour 8, je découvre dans son costume d'Arlequin le futur théâtre du domaine d'eau et la chorégraphie des pelleteuses. Je me glisse dans le chapiteau théâtre. J'adore ce moment où s'affairent ceux à qui le spectacle doit tant et qu'on ne voit jamais, les techniciens. Ils installent le premier spectacle du festival, Kiss and Cry. Plus loin, l'amphithéâtre. Les baffles emmitouflés de bleu rappellent l'orage d'hier, l'angoisse météo des lieux de plein air. Le plateau est encore vide, il attend patiemment Cyrano de Bergerac et ses cadets de Gascogne, Virginia Woolf, Richard II, la plus belle que belle, Isabella Rossellini. Je prends le chemin du bassin que Daniel Bedos eut l'idée géniale d'utiliser en lieu de spectacle. On raconte que l'évêque de Montpellier, naviguant sur ce bassin lors d'une fête de nuit, y perdit son anneau pastoral. C'est pour le retrouver qu'on vida entièrement la pièce d'eau. Aujourd'hui, une fête foraine s'y prépare. Comme chaque année, le printemps fera aussi la part belle aux nourritures terrestres et la dégustation des vins régionaux accompagnera délicieusement la découverte des livres que propose la librairie. Voilà, tout est prêt. Arlequin attend avec impatience que la fête commence. Kiss and Cry. En fond de scène, un écran. Je n'ai pas le droit de filmer les spectacles, mais je m'accorde de filmer l'apparent bric-à-brac du plateau. Je m'aperçois que subrepticement, le spectacle a commencé. Ce rapprochement des corps et des respirations, c'est en coulisses ordinairement qu'il a lieu, avant d'entrer en scène. La première fois qu'elle était tombée amoureuse, cela avait duré 13 secondes. Elle ne se souvenait que de ses mains. Où vont les gens quand ils disparaissent de notre mémoire? Dit
difficile de sortir de cet univers magique. Un petit coup de rouge sera le bienvenu pour assurer la transition avec le réel. Plus loin, du haut des gradins de l'amphithéâtre, j'aperçois la préparation du prochain spectacle. Comme dans Kiss and Cry, un écran occupe le fond de la scène. Je n'assisterai pas à cette représentation, mais quelques jours plus tard, à minuit, dans Nobody, à nouveau un écran, mais plus de plateau. Expérience radicale. Tandis que les scènes se déroulent dans les locaux administratifs du festival, les spectateurs assistent en direct au film réalisé. 18h, direction les Micocouliers, la petite scène intime où se déroulent lecture et rencontres. Je n'ai même plus assez pour me payer du rouge à lèvres. Bon, ma bouche affolée prend congé de vous. Elle salue le public. Et souvenez-vous que vous êtes au club Le Poudrier, où l'on sert à chacun ce qui lui plaît, même un petit coup si c'est son souhait. Au club Le Poudrier. L'appartement. L'homme en train de se raser. Le frère est sous une table, il écrit dans son carnet. J'aimerais vivre dans la forêt avec elle, dans une cabane, faire du feu quand il fait froid, aller chasser quand on a faim, et c'est tout. La machine à laver me disait quelque chose à l'oreille. La machine te parlait? Tu vas penser que je suis folle. Ah ça oui. Tu vois? Elle te disait quoi cette machine à laver? Elle s'en prenait à toi? Qu'est-ce que tu racontes? Elle te disait que ta blouse était sale? Mais non! Bah alors qu'est-ce qu'elle te disait? Il faut parfois se presser pour atteindre à l'autre bout du domaine le théâtre d'eau. Avant d'entrer, une information. Le spectacle se déroule dans le noir. Nous serons assis par terre, mais on veillera sur nous. En cas de panique claustrophobe, j'imagine. Et je n'ai pas tort. Pénombre, bruits inquiétants, perte totale des repères. L'expérience théâtrale est extrême. Retrouver la lumière du crépuscule, les oiseaux et la beauté des oliviers, c'est faire l'expérience de la sortie du labyrinthe. Mais voilà que je reconnais ce petit cheval. Il annonce la fête foraine qui précède la représentation de l'Ilium. Un spectacle que je ne verrai pas, hélas. Je le regrette. Je me souviens très bien du film de Fritz Lang. Je retrouve aussi le vélo, mais cette fois avec son cycliste. C'est lui qui fait tourner la grande roue. Au Micocoulier, rencontre avec Georges Lavaudan. Sa mise en scène de Maître Puntilla et son valet Mati, avec Gabriel Monet, reste un de mes plus beaux souvenirs de théâtre. C'était en 1978. Comment s'est passé ce moment de travail? Tout de suite, dès le départ, on s'est dit on fera sûrement une version donc plus resserrée. Et il y a 4 mois, au mois de décembre, j'ai été invité au théâtre Mali de Moscou, qui est juste à côté du Bolchoï, où j'ai fait une version russe, avec des acteurs russes, en russe, du Cyrano. J'avais déjà pu approcher certaines coupes et la problématique, disons, de ce montage. Qu'est-ce qui s'est passé en Russie? On peut évoquer un petit peu? En Russie, la version était totalement différente parce qu'on a la chance, en Russie, il y a encore quelques grandes troupes. Et là, par exemple, c'était une troupe où il y a pratiquement 100 acteurs permanents. Donc eux, ils ont le problème inverse de chez nous. C'est-à-dire, chez nous, lorsqu'on arrive à 15, 16, 18 acteurs, l'administrateur commence à dire « Oh là là, c'est impossible, si tu veux que le spectacle tourne, on n'y arrivera jamais, c'est trop cher, etc. » En Russie, ils ont 100 personnes, il faut les occuper, quoi. Donc on peut avoir beaucoup de monde sur scène, beaucoup de cadets, beaucoup de rôles secondaires, voilà. Donc c'était une version, disons, avec plus de monde.
En fait, j'aurais eu envie, si j'avais eu le courage et la force, de le faire sans décor du tout. Parce que je voulais vraiment que ce soit la force du texte qui revienne au premier plan et de la versification. Mais on a malgré tout cet énorme problème du balcon. C'est un peu comme Roméo et Juliette, quoi. C'est-à-dire, sans le balcon, c'est un peu compliqué. À partir du moment où on veut faire le balcon, il faut trouver une solution pour rester très épuré et, je sais pas, avoir quand même cette possibilité de dialogue en hauteur. C'était la contrainte du balcon qui nous a emmenés en quelque sorte de manière très foraine à cette idée de l'arbre. Puis effectivement, ce que vous signalez à la fin, quand même, ce moment-là est assez important. Il veut qu'il n'y ait plus personne autour de lui, il veut seulement l'arbre, comme il le dit. L'arbre et le fauteuil, c'est le fauteuil de Molière? Oui, bah oui, oui. Il n'y avait pas de raison de se priver. C'est devenu un rituel. Observer du haut des gradins de l'amphithéâtre l'installation des spectacles du soir. Venu découvrir le décor de Cyrano, j'assiste à l'échauffement d'une comédienne. Trop loin pour que je la reconnaisse. Ce soir, elle sera peut-être Roxane. Les 3 coups. On sait qu'on est au théâtre. Pas le moindre écran, pas de perte de repère, juste un spectacle jubilatoire. Patrick Pinault est flamboyant et à la fois émouvant. Je me réjouis de retrouver Frédéric Bory, qui lui aussi fut mon élève au conservatoire, dans le rôle difficile de Christian. Il est excellent. On a tous quelques vers de Cyrano dans la tête. Mon préféré, c'est plus beau parce que c'est inutile. L'écran, Cyrano l'a rencontré en 1990, dans le plus improbable des films, Tout en alexandrin. Jean-Paul Rappeneau, le réalisateur, et Jean-Claude Carrière, le scénariste, s'en souviennent pour notre plus grand bonheur. Nous avons décidé, en venant dans le train, de vous parler ce soir Tout en alexandrin. Voilà, joli, à toi. Et puis on s'est mis au travail. C'est très difficile de raconter comment on travaille, parce qu'on est assis en face de l'autre. Et puis, non, Jean-Paul a eu une très très bonne idée, qu'il oublie de dire. Il a demandé, donc nous savions que c'était un package avec Depardieu. Bon, moi j'avais plusieurs fois travaillé avec Gérard, le retour de Martin Guerre, Danton, dont je le connaissais, j'avais travaillé physiquement avec lui. Et Gérard a eu la très bonne idée de lui demander d'enregistrer une cassette, tu te rappelles? Oui. De la pièce. Oui, oui. En jouant tous les rôles. Et là, audio. Oui, il était moyen d'ailleurs à ce moment-là. Oui, oui, oui. Mais il avait... Gérard a un côté, un contraste étrange entre un physique monumental, et même de plus en plus, et une voix fragile, vulnérable, faible. Et c'était ce qu'on cherchait, justement. Oui, la petite voix. Quand je disais le fort et le faible, oui. Mais il y a un enfant caché dans Gérard, de même qu'il y a un enfant dans Cyrano, la bonne enfance de Roxane. Il a ce côté quand il dit grâce à vous, une robe est passée dans ma vie. Est passée dans ma vie, oui, oui, oui. Il a quelque chose en lui de faible, de vulnérable, oui, qu'on sent dans sa voix. Ça nous a beaucoup aidé tout au long du travail, qui a été long. Hein. Vous m'avez fait venir pour me dire cela. Oui. Mais c'est ça, c'est-à-dire que, en fait, il n'y avait que dans le film, il n'y avait que, enfin, nous n'avions choisi que des acteurs ayant une expérience du théâtre et certains ayant de l'expérience de la diction, enfin des vers, des alexandrins. Je pense à évidemment Jacques Weber, mais aussi Roland Bertin et même Anne Brochet. Anne Brochet qui avait fait le conservatoire. Donc tout ce travail sur les syllabes, sur les e muets qu'il faut. Et lui, on avait répété longuement, on avait fait des lectures quelques semaines avant le tournage, et en fait, pendant ces répétitions, il écoutait comme ça, comme un paysan, la tête dans les épaules, avec l'air de rien, et il lisait le texte maladroitement. Mais en vérité, il écoutait, comme une éponge, et en fait, cette technique de l'alexandrin, il s'en est emparé, et il a restitué ça mieux que tout le monde.
En quittant ces deux très jeunes hommes, surprise, en l'espace d'une nuit, la fête foraine s'est évaporée. Une petite musique traîne dans ma tête. Ils ont troué la nuit d'un éclair de paillettes d'argent. Ils ont tué l'ennui pour un soir dans la tête des gens. Mais l'ombre se referme au détour du chemin, et Dieu seul peut savoir où ils seront demain, les forains. Contraste. Du haut des gradins, c'est la plus people du festival que je découvre au travail. Isabella Rossellini. Je flâne en attendant Tabac Rouge, dans la mise en scène de James Thierry. Cette année, il ne sera pas dans le spectacle, comme il le fut dans Raoul, l'année dernière. L'assiette de charcuterie et fromage. Soudain, j'aperçois James Thierry accompagné de Jean Varela. Il se dirige vers le chapiteau théâtre. Je les suis. Je suis subjuguée par le talent du petit-fils de Charlie Chaplin. Charlot venait du cirque. Sa modernité, ce fut le cinéma. Celle de son petit-fils, c'est d'inventer une nouvelle forme de spectacle vivant. Quelle belle histoire. Et le même soir, Isabella Rossellini et son bestiaire d'amour. Intelligence, beauté, humour, non-conformisme. J'ai rendu hommage à sa mère, Ingrid Bergman, voilà quelques années, dans un spectacle musical. Les voiliers font leur cinéma. Cette fois-ci, le bassin est totalement vide. L'espace s'emplit alors de mes souvenirs. Un des premiers spectacles qui s'y déroula, le premier même peut-être, Saint-François d'Assise de Delteil, mise en scène par Viviane Théophilides avec les élèves du conservatoire. Stéphane Delon dans une lumineuse et innocente nudité, Mathias Beller. Ils poursuivent tous deux une exigeante carrière de comédienne metteur en scène. J'ai donné rendez-vous à la librairie à Caroline Proust, qui commença elle aussi au Conservatoire de Montpellier. Elle poursuit un bel itinéraire théâtral, mais elle est surtout connue pour son rôle principal dans la série Engrenage. Elle est venue lire une pièce de Thomas Bernhard. Je me souviens le jour où je suis rentrée au conservatoire, où vous m'avez reçu tous les quatre, vous étiez derrière votre bureau et vous m'avez dit on te prend à l'unanimité. Et c'était la plus grande émotion, je crois, de ma vie jusqu'à ce jour dans ce métier. Vraiment, ça a été parce que c'était le début de quelque chose qui commençait. Et je me disais, il y a des gens qui me font confiance et qui croient que je peux faire comédienne. Et ça faisait 1 an et demi que j'avais envie de faire ça. Je connaissais strictement personne et c'est vous qui avez été les premiers accréditeurs. Regarde comme on a bien fait et regarde comme on ne s'est pas trompé. Mais ouais, exactement. Pour sa promotion, j'avais monté Les Amants du métro de Jean Tardieu. Caroline était la star imaginaire. Il y avait également Yves Geland, devenu depuis le réalisateur talentueux de documentaires, dont celui consacré à Georges Frêche. C'est en présence de Klaus Peimann, directeur du prestigieux Berliner Ensemble, qui propose cette année au printemps Richard II, que va avoir lieu la lecture. C'est Klaus Peimann lui-même qui est le personnage de la pièce, un dialogue entre l'acteur et l'auteur, Thomas Bernhard. On l'attend. Le théâtre est mon univers. Moi, ce n'est pas mon univers. Le théâtre est ma passion, Bernhard. Rien que le théâtre. C'est exactement l'inverse pour moi. J'exècre le théâtre. Il m'attire parce que je l'exècre. Vous aimez les acteurs, je les hais.
Vous aimez le public, je le hais. Dans le fundus, vous comprenez le fundus du Burgtheater. Je laisse là-bas parce que ça c'était un pantalon terrible en vérité, mais ça existait en vérité. Et ça c'est avec des carreaux. Et je donne cela dans le fundus du Burgtheater. Et un jour, 2 ans après, je demande sur une répétition de ce pantalon. Je dis, il y a un pantalon comme ça, c'est bien pour toi dans cette scène. Et on a commencé de chercher ce pantalon, mais ça n'existait pas. C'est perdu. Quelques gens de Vienne a pris ce pantalon parce qu'ils sont très nouveaux pour lui-même. Et il ne sait pas, ça c'est un pantalon vraiment historique. Ça veut dire, ça c'est un hintern en français. Un hintern, comment on s'appelle? Un derrière. Ça veut dire, ça c'est quelqu'un à Vienne, à son derrière. A mis son derrière. Oui, historique, il ne sait pas. Hein. Ça c'est le tram. Hein. Mais je voudrais bien dire merci à les 2 acteurs, surtout à cette Caroline Proust. Comme agent de police. Et c'est la première fois que quelqu'un joue ma rôle qui est de police. Hein. Et c'est la première fois que j'ai compris chaque mot dans un théâtre français parce que je joue cela. Par exemple, le dernier dimanche à Vienne. Ça veut dire merci bien à vous. C'était très charmant. Et j'espère qu'on a un film de ça pour montrer cela à mon collègue qui joue votre rôle. Hein. Bon, merci bien, c'était formidable, vraiment. Okay. Je sacrifie une fois de plus au rituel de l'amphithéâtre. J'y retrouve Klaus Peymann. Il veille lui-même à la méticuleuse ordonnance des lignes qui structurent le plateau. Je ne pourrai pas assister au spectacle, mais je sais que c'est ainsi qu'il se terminera. La rigoureuse harmonie mise en place, dissoute dans la boue et le sang. Après avoir apprécié son Cyrano, c'est avec curiosité que je me rends au Micocoulier pour découvrir la mise en scène de Patrick Pinault, Vols en piqué de Karl Valentin, le roi des cabarets munichois d'avant-guerre. On le surnomma le Chaplin allemand. Personnellement, je le trouve beaucoup plus déstabilisant. Excellent choix en cette période d'humour frileux. Les acteurs, réunis autour de Patrick Pinault, s'en donnent à cœur joie dans un spectacle déjanté, mais parfaitement réglé. Le printemps des comédiens est presque terminé. Je suis loin d'avoir tout vu. 5 spectacles, 2 lectures, 3 rencontres, c'est bien peu. J'ai raté le cirque, les délices du restaurant et même la fête de la musique et son bal. Programmé tout en dernier, le spectacle de l'autre théâtre semble un peu exilé. Dommage, il m'a donné une de mes plus belles émotions. Pourtant, j'y suis allée presque à reculons. Mais ce spectacle plein de respect pour les interprètes et les spectateurs, intelligent et drôle, nous a offert un bonheur sans arrière-pensée. Une leçon de théâtre et une leçon de vie. J'ai demandé à Béla Zupon, qui l'a réalisé, comment il avait choisi ce texte-là pour ces interprètes-là. L'intérêt de l'inventaire du monde, c'est que ce sont des montages de textes, puisque l'inventaire du monde veut faire la recension de tout ce qui peut exister dans le monde entier. Donc ça fonctionne dans une classification absurde sur les objets, les personnes, les lieux géographiques, enfin j'en passe et des meilleurs, les définitions, voilà. Donc ce côté éclaté, ce côté fragmentaire, j'ai pensé que ça pouvait convenir effectivement au public que j'allais avoir en face de moi, les acteurs de l'autre théâtre, et que je pouvais trouver, en fonction des rencontres que j'allais faire sur le plateau avec ces acteurs, que je pouvais y trouver de quoi les nourrir et mettre dans la bouche des mots et des textes, ce qui était aussi une gageure, parce que je ne savais pas du tout comment ils allaient réagir au fait de dire des textes. Parce qu'il y a non seulement le fait de le dire, mais il y a la mémoire aussi, simplement de retenir un texte.
Donc le texte convenait bien à une interrogation que j'ai fait moi personnellement au niveau artistique, mais qui me permettait aussi d'établir et d'avoir l'idée d'un processus de travail. C'est-à-dire par essai, erreur, avec d'autres processus d'exercice et d'exercices qui me permettaient de les connaître. C'est ce qu'on a fait pendant 3 mois. Je veux savoir qui ils étaient. Ils ont tous des pathologies et des personnalités. Alors plutôt que de pathologies, je me reprends. Ils ont tous d'abord des personnalités différentes. Voilà, ne parlons pas de pathologie. Ils ont tous des personnalités différentes, avec des choses qu'ils peuvent accepter, qu'ils n'acceptent pas, qu'ils peuvent faire, qu'ils ne peuvent pas faire. Donc voilà, je dois d'abord faire connaissance. Il y a des choses complètement plastiques, sans un mot. Il y a du dialogue, une petite situation dramatique. Il y a des textes qui sont dits de façon monologique, où par exemple, on va expliquer ce que c'est que la machine à laver les poissons. Voilà, avec une personne qui vient, qui explique ce que c'est que la machine à laver les poissons. Comment on crée des passerelles dans cet univers hétérogène? Alors on voit évidemment le rapport avec le handicap. Et comment les écarts peuvent trouver quand même des liens. Et comment les écarts restent, ou comment on peut combler ces écarts. Dans toute l'idée du fil, etc., qui est tout le travail après du lien. C'est pas venu tout de suite, voilà, ce sont des choses que, bon, je vais pas raconter comment c'est venu, mais c'est venu vraiment par essai-erreur, mais même de ma part avec eux, on a trituré des fils dans tous les sens, on a fait des fils fermés, on a créé des formes avec les fils, enfin on a fait des tas de trucs incroyables jusqu'à ce qu'on trouve, je trouve, grâce au scénographe aussi, c'est pas qu'est-ce qu'on allait faire avec ces fils. Mais l'idée du fil, c'est vraiment le lien. C'est-à-dire dans cette idée de fragmentation et d'éclatement, comment est-ce qu'on peut lier? Est-ce que ce sont des vrais liens ou pas des vrais liens? Voilà, bon, voilà. C'est un texte assez drôle, voilà, qui est complètement absurde et complètement décalé. Et ça aussi, l'idée de partir dans un travail sur le handicap en se disant, on va pas faire un truc terrible, on va faire un truc où on interroge peut-être, mais on va rire aussi. Voilà, le domaine d'eau va retrouver son calme, pas pour longtemps, car il va accueillir tout au long de l'année bien d'autres manifestations culturelles. Je m'éloigne, mais je garde en mémoire ces moments délicieux où public et artistes manifestent ensemble le bonheur de leur rencontre. Les saluts.